Salut à tous, bienvenue dans notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vais vous demander d'aller vous abonner. Dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que les structures métalliques. Si je parle des structures métalliques, je vais parler des treillis. Si je parle des treillis, il y a plusieurs types de treillis. Ici, c'est une structure métallique qu'on est en train de réaliser. Vous allez voir que ces structures métalliques seront combinées avec des bétons armés. On réalise les structures métalliques. Pourquoi? Ici, c'est une structure de treillis soudés. Ici, la structure métallique réalisée, c'est pour les polytanks. Donc, suivons attentivement. Les deux premières parties du cours étaient consacrées respectivement à l'équilibre statique des forces ainsi qu'à la résistance des matériaux. Dans cette troisième partie que nous abordons aujourd'hui, nous allons voir comment on peut utiliser des méthodes graphiques pour analyser et dimensionner des structures. Pour présenter ces méthodes, nous avons choisi de considérer en premier lieu les structures en forme de treillis. Il est possible de calculer les efforts internes dans toutes les membrures d'un treillis isostatique en utilisant la méthode point par point que nous avons décrite précédemment. Toutefois, pour peu que le treillis possède plusieurs membrures ou que sa géométrie soit complexe, cette méthode devient rapidement longue et fastidieuse. C'est dans ce contexte que des méthodes graphiques ont été développées au 19e siècle pour faciliter l'analyse des structures. À une époque où la calculatrice n'existait pas encore, ces méthodes permettaient d'analyser des structures complexes sans avoir à faire le moindre calcul, ce qui constituait alors un avantage considérable. Aujourd'hui, l'omniprésence de l'ordinateur fait en sorte que la nécessité d'exécuter des calculs, même complexes, ne constitue plus un obstacle et de nombreux logiciels spécialisés rendent possible l'analyse des structures complexes. Nous allons en utiliser un dans la quatrième partie du cours d'ailleurs. Dans ce contexte, on pourrait croire que la maîtrise des méthodes graphiques est devenue obsolète et inutile. Ce n'est pas le cas car, mis à part la simplification des calculs, la nature graphique de ces méthodes leur confère un grand avantage. En effet, elles permettent de visualiser les efforts internes dans l'ensemble de la structure. Et pour cette raison, elles demeurent pertinentes comme outil d'apprentissage pour des étudiants en architecture, car elles contribuent à acquérir une compréhension plus intuitive du comportement structural. C'est pour cette raison que nous leur consacrons la troisième partie du cours. La méthode point par point que nous avons décrite précédemment utilisait le calcul vectoriel pour calculer l'équilibre statique de chacun des nœuds de la structure en procédant de manière séquentielle, c'est-à-dire qu'on traitait chacun des nœuds les uns après les autres. Essentiellement, la méthode graphique fait la même chose, mais de façon globale sur l'ensemble de la structure, plutôt que de traiter les nœuds pris isolément. Cette méthode permet de tracer un polygone de force qui rassemble en une seule représentation graphique tous les efforts internes dans chacune des membrures du treillis. L'utilisation de cette méthode est possible à trois conditions. Premièrement, il faut que le treillis soit isostatique. Deuxièmement, il faut que toutes les forces externes soient appliquées au nœud et qu'elles soient situées sur le pourtour extérieur du treillis. On ne peut pas avoir des forces appliquées à l'intérieur du treillis. Et troisièmement, il faut que les réactions d'appui du treillis soient connues. Ces trois conditions-là sont respectées pour la très grande majorité des treillis que l'on va retrouver là, en pratique. Nous allons analyser le treillis qui est illustré ici en bas de l'écran afin de présenter la méthode graphique. Cette méthode comprend trois étapes. Dans la première étape, nous allons tracer le diagramme de forme de la structure et procéder à la notation par intervalle. Dans la deuxième étape, nous allons construire le polygone de force. Et finalement, dans la troisième et dernière étape, nous allons tracer le diagramme des efforts internes. La première étape de la méthode consiste à tracer le diagramme de forme. Le diagramme de forme du treillis est une représentation graphique tracée à l'échelle du diagramme de corps libre du treillis avec toutes les charges externes qui le sollicitent ainsi que les réactions d'appui. Sur ce diagramme, on identifie divers intervalles en utilisant une combinaison de lettres et de chiffres. Sur le pourtour extérieur du treillis, on va identifier par des lettres majuscules les divers intervalles entre les charges externes. L'ordre de numérotation n'a pas d'importance, mais par habitude, on commence généralement par l'extrémité supérieure gauche du treillis et on se déplace autour du treillis dans le sens horaire. Donc, on commence ici par définir l'intervalle A
qui représente tout l'espace situé entre la force horizontale de 40 kN en haut à gauche du treillis et la force verticale de 10 kN. C'est l'intervalle que nous avons représenté ici en jaune à l'écran. Donc, on voit que cet intervalle-là est adjacent à une membrure. Si on continue à tourner dans le sens horaire, on va avoir l'intervalle B, qui est l'intervalle entre les forces verticales de 10 et 20 kN, qui est également adjacent à une membrure. On poursuit avec l'intervalle C, qui est l'intervalle compris entre les forces externes de 20 et 30 kN, qui est aussi adjacent à une membrure. En poursuivant, on a maintenant l'intervalle D, qui est représenté en jaune ici à l'écran, qui comprend tout l'espace situé entre la force externe de 30 kN et la force horizontale de 40 kN. Donc, dans ce cas-là, cet intervalle est adjacent à deux membrures, la membrure supérieure du treillis et la membrure verticale à l'extrême droite du treillis. On poursuit avec l'intervalle E qui représente l'espace compris entre les deux réactions d'appui en bas à gauche du treillis, c'est-à-dire la force horizontale de 40 kN et la force verticale de 45 kN. Dans ce cas-là, cet intervalle-là n'est adjacent à aucune membrure. En poursuivant, on a l'intervalle F, qui est l'espace compris entre les deux réactions d'appui verticales, c'est-à-dire la force verticale de 15 kN et celle de 45 kN à la base du treillis. Donc, on s'aperçoit que dans ce cas-là, l'intervalle F est adjacent à quatre membrures, les quatre membrures horizontales dans le bas du treillis. Et finalement, on complète avec le dernier intervalle, l'intervalle G, qui est l'intervalle compris entre la réaction d'appui verticale de 15 kN et la force externe horizontale de 40 kN. Cet intervalle-là est aussi adjacent à une membrure, qui est la membrure verticale à l'extrémité gauche du treillis. Après avoir identifié par tes lettres tous les intervalles situés sur le pourtour externe du treillis, nous allons maintenant identifier par des chiffres tous les triangles formés à l'intérieur du treillis. Nous allons commencer à l'extrémité gauche du treillis en se déplaçant vers la droite. Donc, en partant de l'extrémité gauche, on va définir l'intervalle 1 qui désigne le premier triangle à gauche du treillis. Donc, on s'aperçoit qu'on a trois membrures qui sont adjacentes à cet intervalle-là, une membrure verticale, une membrure horizontale et une membrure diagonale. En se déplaçant vers la droite, on va définir l'intervalle 2, qui est représenté en jaune ici à l'écran. Donc, dans ce cas-là aussi, on a trois membrures qui sont adjacentes à l'intervalle 2, là, une membrure verticale, une membrure horizontale, une membrure diagonale. On poursuit avec l'intervalle 3, où on a encore la même chose. On a trois membrures adjacentes à cet intervalle-là, toujours une membrure verticale, une membrure horizontale, une membrure diagonale. Et on va poursuivre ça jusqu'à l'extrémité droite du treillis. Donc, on va avoir 8 intervalles à l'intérieur du treillis désignés par les chiffres de 1 à 8. Maintenant que nous avons complété la notation par intervalle, chacune des membrures de la structure va être identifiée par la combinaison de lettres et ou de chiffres qui désignent les deux intervalles adjacents à la membrure. Par exemple, si on considère la membrure représentée en vert ici sur le diagramme de forme, la membrure horizontale, cette membrure-là va être appelée la membrure F3 ou bien la membrure 3F car elle sépare l'intervalle 3 de l'intervalle F. De la même façon, si on considère la membrure représentée en orange, la membrure diagonale, cette membrure-là va être appelée la membrure 1,2 ou la membrure 2,1 car elle sépare les intervalles 1 et 2. Un troisième exemple serait la membrure représentée en violet, ici la membrure verticale à droite du diagramme de forme. Cette membrure-là serait identifiée comme la membrure D8 ou bien 8D, car elle sépare l'intervalle 8 de l'intervalle D. Je vous rappelle que l'intervalle D représente tout l'espace compris entre la force verticale de 30 kN et la force horizontale de 40 kN. Donc, c'est tout l'espace adjacent à la membrure horizontale en haut de l'écran et également à la membrure verticale à droite complètement du treillis.
Passons maintenant à la seconde étape de la méthode qui consiste à tracer le polygone de force. Ce polygone de force est en fait une représentation graphique toujours tracée à l'échelle qui regroupe sur une même figure toutes les charges externes ainsi que tous les vecteurs représentant les efforts internes dans chacune des membrures du treillis. Avant de poursuivre, je voudrais faire un aparté pour vous dire que la construction du polygone de force nécessite de tracer des lignes parallèles aux membrures du treillis. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est important de tracer le diagramme de forme à l'échelle. Cette opération-là peut être très fastidieuse, c'est pourquoi je vous recommande grandement de vous procurer une règle parallèle roulante qui va vous faciliter la tâche considérablement. Donc ces règles-là, vous en voyez une en haut à droite de l'écran. Donc c'est une règle avec un petit rouleau qui va glisser sur la feuille de papier puis qui va vous permettre de tracer des lignes parallèles très facilement. Vous avez en bas à droite, je vous ai mis une illustration de la règle qu'on retrouve le plus fréquemment au Québec, là, qui est produite par la compagnie Seidler. Donc, vous pouvez vous procurer une règle comme ça pour une vingtaine de dollars chez Bureau en gros, au Maire de Serre ou d'autres boutiques là, qui fournissent du matériel d'artiste. Je vous ai écrit en début de session aussi pour vous donner des adresses de sites web où vous pouvez commander ces règles-là aussi par Internet. Donc, l'achat d'une règle parallèle roulante n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande très fortement parce que ça va vous faciliter grandement la vie. Je pense que les quelques dollars que vous allez dépenser faire l'achat de cette règle-là seront des dollars très bien investis. Après cet aparté, revenons maintenant à la description de notre méthode d'analyse graphique. Donc, nous avons complété le diagramme de forme. À partir de ce diagramme-là, on veut maintenant tracer le polygone de force externe qui va solliciter la structure en utilisant une échelle prédéfinie. Par exemple, pour cet exemple, on va utiliser l'échelle de 1 cm égale à 5 kN. Donc, on a le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. À droite de l'écran, on va tracer le polygone de force à l'échelle 1 cm égale à 5 kN. On va commencer par placer le point A sur le polygone de force. C'est ce qu'on a illustré ici à l'extrême droite de l'écran. Et à partir de ce point-là, on va se déplacer sur le pourtour extérieur de notre treillis en tournant dans le sens horaire. Si on regarde le diagramme de forme, on constate qu'en passant de l'intervalle A à l'intervalle B, on intercepte une force verticale de 10 kN dirigée vers le bas. Ça signifie que le point B sur notre polygone de force va être situé à une distance de 2 cm en dessous du point A. Donc, si vous regardez le polygone de force à droite de l'écran, on a le point A. Donc, on trace une ligne verticale et on mesure 2 cm, c'est-à-dire 2 cm qui est équivalent à 10 kN. Et on trace une petite ligne horizontale pour avoir le point B. Donc, ce qu'on est venu dessiner sur notre polygone de force, ça représente la force externe de 10 kN dirigée vers le bas. Si on poursuit de notre déplacement en tournant sur le pourtour extérieur de notre treillis dans le sens horaire, on va donc passer de l'intervalle B à l'intervalle C. En passant de l'intervalle B à l'intervalle C, on va intercepter une force verticale de 20 kN qui est dirigée vers le bas. Donc, ça signifie que le point C va être situé à une distance de 4 cm en dessous du point B. Donc, si on regarde à droite notre polygone de force, on va prolonger notre ligne verticale et à partir du point B, on va mesurer une distance de 4 cm pour venir placer notre point C. Donc, on vient mettre sur notre polygone de force la ligne BC qui représente en fait la force externe de 20 kN dirigée vers le bas. On poursuit notre parcours là, sur le pourtour extérieur du treillis. Donc, en passant de l'intervalle C à l'intervalle D, on intercepte une force verticale de 30 kN, toujours dirigée vers le bas. Donc, comme précédemment, ça signifie que le point D est situé à une distance de 6 cm en dessous du point C. Donc, sur le polygone de force à droite de l'écran, on vient placer notre point D. Si on continue, on passe de l'intervalle D à l'intervalle E. Donc, on s'aperçoit qu'en passant de l'intervalle D à l'intervalle E, on intercepte une force de 40 kN qui est dirigée vers la gauche. Donc, cela signifie que le point E est situé à une distance de 8 cm à gauche du point D. Donc, sur notre polygone de force à droite de l'écran, on va partir du point D. On va tracer une ligne horizontale là, parallèle à la membrure inférieure de notre treillis.
et on va mesurer une distance de 8 cm, c'est-à-dire l'équivalent de 40 kN, pour venir placer notre point E sur le polygone de force. En passant maintenant de l'intervalle E à l'intervalle F, on intercepte une force verticale de 45 kN dirigée vers le haut. C'est la réaction d'appui verticale à la droite de notre treillis. Donc, ça signifie que notre point F est situé à une distance de 9 cm au-dessus du point E. Donc, si on regarde notre polygone de force à la droite de l'écran, à partir du point E, on va tracer une ligne verticale et on va mesurer une distance de 9 cm, c'est-à-dire l'équivalent de 45 kN, pour venir placer notre point F au-dessus du point E, car la force de 45 kN est dirigée vers le haut. On continue en passant de l'intervalle F à l'intervalle G, et on intercepte alors une force verticale de 15 kN dirigée vers le haut qui correspond à la réaction d'appui verticale à la gauche de notre treillis. Ça signifie que notre point G est situé à une distance de 3 cm au-dessus du point E. Donc à droite sur le polygone de force, on vient placer notre point G à une distance de 3 cm sur la ligne verticale au-dessus du point F. Pour compléter notre polygone de force, on va passer de l'intervalle G à l'intervalle A, où on avait commencé tout à l'heure. À ce moment-là, on va intercepter une force horizontale de 40 kN dirigée vers la droite. Donc, sur le polygone de force à droite de l'écran, à partir du point G, on va se déplacer de 8 cm sur une ligne horizontale vers la droite et on va retomber sur notre point A d'origine, donc ce qui nous permet de compléter notre polygone de force. Lorsqu'on a tracé notre polygone de force, on n'a pas placé de flèche pour indiquer l'orientation de ces forces-là. Si on plaçait les flèches pour indiquer l'orientation des forces, ben, on obtiendrait ce qu'on a ici à droite de l'écran. Là, on a notre polygone de force qui serait représenté avec l'intensité de chacune des forces ainsi que son orientation. On s'aperçoit à ce moment-là que ce qu'on est venu faire, là, la construction qu'on vient de faire, bon, en fait, on est venu faire l'addition vectorielle de toutes les forces externes qui sollicitent notre structure. Hein? Donc, notre polygone de force correspond à l'addition vectorielle de toutes les forces qui sollicitent la structure. On s'aperçoit que notre polygone est fermé, évidemment, ce qui confirme que la structure est en équilibre statique. Hein? Que la force résultante, on part du point d'origine, la force résultante partirait du point d'origine jusqu'au point d'arrivée. Dans ce cas-là, comme le point d'origine et le point d'arrivée sont confondus, notre force résultante est nulle et on est en équilibre statique. Si notre polygone de force n'était pas fermé, ça signifierait que notre structure n'est pas en équilibre statique, donc ça signifierait qu'on a fait une erreur quelque part, là, que notre démarche est erronée. Nous allons maintenant compléter le polygone de force en y ajoutant les chiffres de 1 à 8 pour connaître les efforts internes dans chacune des membrures du treillis. Sur le diagramme de forme, chacune de ces membrures correspond à une ligne qui sépare deux intervalles. Ça signifie que sur le polygone de force, chacune des forces externes dans les membrures sera représentée par une ligne qui réunit deux points correspondant aux intervalles situés de part et d'autre de cette membrure. Commençons par placer le point 1 sur notre polygone de force. On sait que ce point est adjacent aux membrures G1 et F1 sur le diagramme de forme, et sur le polygone de force, les points G et F ont déjà été placés. Donc, si on considère la membrure G1, c'est-à-dire la membrure qu'on a représentée ici en vert sur le diagramme de forme, pour trouver l'effort interne à la membrure G1 sur le polygone de force, on va partir du point G, puis on va se déplacer parallèlement les membrures, donc on va se déplacer verticalement sur le point 1. Donc sur notre polygone de force, à partir du point G, on va tracer une ligne verticale qui est la ligne représentée en vert ici à l'écran, et on sait que notre point 1 va être situé quelque part sur cette ligne-là. On ne sait pas où exactement pour l'instant, mais on sait que notre point 1 va être forcément situé quelque part sur la ligne verte. Considérons maintenant l'autre membrure adjacente au point 1, qui est la membrure F1, qui est représentée ici par la ligne orange sur le diagramme de forme, qui est une membrure horizontale. Donc, de la même façon, si on veut tracer sur notre polygone de force l'effort interne de la membrure F1, on va partir du point F,
et on va se déplacer sur une ligne qui est parallèle à notre membrure F1, c'est-à-dire sur une ligne horizontale, et on sait que notre point 1 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, si on regarde ici à droite de l'écran, sur le polygone de force, on part du point F et on trace une ligne parallèle à la membrure F1, c'est-à-dire une ligne horizontale. C'est la ligne qui est représentée en orange ici sur notre polygone de force. Donc, on sait que notre point 1 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, on sait que le point 1 va être situé quelque part sur la ligne verte et aussi quelque part sur la ligne orange. Donc, le seul endroit où le point peut être placé, le point 1 peut être placé sur ces deux lignes-là, c'est à l'intersection entre ces deux lignes. Donc, ça signifie que notre point 1 va être situé à l'intersection entre la ligne verte et la ligne orange sur notre polygone de force. Dans ce cas-là, il se trouve que l'intersection entre la ligne verte et la ligne orange se fait au niveau du point F. Donc, ça signifie que le point 1 va être superposé au point F. Le point 1 va être situé exactement au même endroit que le point F sur notre polygone de force. Après avoir placé le point 1 sur notre polygone de force, passons maintenant au point 2. Si on regarde le diagramme de forme, on constate que le point 2 est adjacent aux membrures A2 et aux membrures 1-2. Donc, considérons tout d'abord la membrure A2, qui est la membrure horizontale là, en haut à gauche du treillis. Donc, ça signifie que la force A2 sur notre polygone de force va être représentée par un vecteur qui part du point A et qui est situé sur une droite parallèle à la membrure A2, c'est-à-dire sur une droite horizontale. Donc, c'est-à-dire sur notre polygone de force à droite de l'écran ici, on va partir du point A et on va tracer une ligne horizontale qui est représentée ici par la ligne illustrée en vert. Donc, on sait que notre point 2 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Considérons maintenant l'autre membrure qui est adjacente à l'intervalle 2, c'est-à-dire la membrure 1-2 qui correspond à la membrure illustrée ici en orange sur le diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Si on veut reporter l'effort interne de la membrure 1-2 sur notre polygone de force, ça signifie qu'on va partir du point E1 et qu'on va tracer une ligne parallèle à la membrure 1-2, c'est-à-dire une ligne diagonale inclinée à 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, sur notre polygone de force, à partir du point 1, on trace une ligne parallèle à la membrure 1-2, qui est la ligne représentée en orange ici sur l'illustration à droite. Donc, on sait que notre point 2 va être placé quelque part sur cette ligne-là. Donc, comme précédemment, on sait que le point 2 va être placé quelque part sur la ligne verte et quelque part sur la ligne orange. Donc, le seul endroit où notre point 2 va pouvoir être placé à la fois sur la ligne verte et sur la ligne orange, à l'intersection de ces deux lignes. Donc, l'intersection ici de la ligne verte et de la ligne orange va nous donner la position du point 2 sur notre polygone de force. On peut maintenant passer au point 3. Donc, si on regarde le diagramme de forme, on s'aperçoit que deux membrures qui sont adjacentes au point 3, la membrure F3 et la membrure 2-3, qui sont représentées respectivement en vert et en orange sur notre diagramme de forme en haut à gauche de l'écran. Donc, si on veut représenter sur notre polygone de force l'effort dans la membrure F3, on va, sur le polygone de force à droite de l'écran, on va partir du point F et on va tracer une ligne parallèle à la membrure F3, donc une ligne horizontale. C'est la ligne qui est représentée en vert sur notre polygone de force. Donc, on sait que notre point 3 va être situé quelque part sur cette ligne-là. De la même façon, si on veut représenter l'effort dans la membrure 2-3, donc sur notre polygone de force, on va partir du point 2, qui est maintenant connu, et on va tracer une ligne qui est parallèle à la membrure 2-3, c'est-à-dire une ligne verticale qui est représentée ici sur notre polygone de force par la ligne orange. Donc, on sait que notre point 3 va être situé sur cette ligne-là. Donc, comme précédemment, le point 3 va être situé à l'intersection des lignes vertes et oranges sur notre polygone de force. Donc, l'intersection de ces deux lignes-là va nous donner la position du point 3 sur le polygone de force. On continue avec le point 4. Donc, il y a toujours deux membrures adjacentes au point 4, la membrure B4 et la membrure 3-4.
représentés respectivement en vert et en orange sur le diagramme de forme. Donc, si on regarde l'effort interne à la membrure B4, sur notre polygone de force, on va partir du point B et on va tracer une ligne parallèle à B4, c'est-à-dire une ligne horizontale, ce qui nous donne la ligne représentée en vert sur notre polygone de force et on sait que notre point 4 va être situé sur cette ligne. De la même façon, si on veut tracer l'effort interne à la membrure 3, 4, on va partir du point 3 sur notre polygone de force que l'on connaît. On va tracer une ligne parallèle à la membrure 3, 4, c'est-à-dire une ligne diagonale inclinée à 45 degrés, qui est représentée ici par la ligne orange sur le polygone de force. Et on sait que le point 4 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, le point 4 va être situé à l'intersection de la ligne verte et de la ligne orange. Donc, ça nous permet de localiser notre point 4 sur notre polygone de force. On poursuit avec le nœud 5 qui est adjacent aux membrures C5 et 4,5, toujours représentés en vert et en orange sur notre diagramme de forme. Donc, toujours de la même façon, pour représenter la force C5 sur notre polygone de force, on va partir du point C et on va tracer une ligne horizontale qui est la ligne verte, donc parallèle à la membrure C5. Et à partir du point 4 sur le polygone de force, on va tracer une ligne qui est parallèle à la membrure 4,5, c'est-à-dire une ligne verticale, qui est la ligne représentée en orange ici. Et le point 5 va se situer à l'intersection de ces deux lignes-là. Donc, on vient placer le point 5 sur notre polygone de force. Pour placer le point 6, on fait la même chose. On place sur notre polygone de force une droite parallèle à la membrure F6, qui est la droite en verte, et une droite parallèle à la membrure 5,6, qui est la droite en orange, et ça nous permet de localiser le point 5. Toujours en utilisant la même technique, sur le polygone de force, à partir du point D, on trace une ligne horizontale qui est représentée ici par la ligne verte. On sait que le point 7 va être placé sur cette ligne-là, qui correspond à l'effort interne à la membrure D7. Et à partir du point 6, on va tracer une ligne verticale qui est représentée ici par la ligne orange et qui représente l'effort interne à la membrure 6,7. Et on sait que le point 7 va être situé quelque part sur cette ligne-là. Donc, le point 7 est situé à l'intersection des deux lignes verte et orange. Pour placer le point 8, on va donc considérer les membrures F8 et 7,8 qui sont adjacentes au point 8. Donc, sur le polygone de force, à partir du point F, on va tracer une ligne horizontale, qui est la ligne ici représentée en vert, qui représente l'effort interne à la membrure F8. Et pour représenter l'effort interne à la membrure 7,8, on va partir du point 7, et on va tracer une ligne qui est parallèle à la membrure 7,8, c'est-à-dire une ligne diagonale inclinée à 45 degrés, qui est représentée ici par la ligne orange sur notre polygone de force. Donc, notre point 8 va être situé à l'intersection de ces deux lignes-là, donc à l'intersection de la ligne verte et de la ligne orange là, sur notre polygone de force. Les points de 1 à 7 étaient adjacents uniquement à deux membrures du treillis. Dans ce cas-là, on constate, si on observe attentivement, que le point 8, lui, se distingue parce qu'il est adjacent à trois membrures du treillis, la membrure F8 et 7,8, qu'on a déjà utilisé précédemment pour placer notre point 8 sur le polygone de force, mais également la membrure D8. Donc, comme tous nos points sont déjà placés sur le polygone de force, si on regarde sur le polygone de force, on voit que la ligne qui réunit le point D au point 8 sur le polygone de force, c'est une ligne verticale qui est représentée ici par la ligne verte à l'écran. Donc, cette ligne-là représente l'effort interne dans la membrure D8. Donc, en venant placer nos points de 1 à 8, on est venu placer sur notre polygone de force tous les efforts internes dans les membrures. Notre polygone de force est donc complété et représenté ici à l'écran. Je précise qu'il est important de s'appliquer lorsqu'on trace le polygone de force parce qu'évidemment, si on a des petites erreurs de précision en dessinant notre polygone, c'est possible que notre polygone ne ferme pas parfaitement à la fin. Donc, si on a des petites erreurs géométriques, c'est uniquement dû à la précision là, de notre dessin. Nous sommes maintenant prêts pour la troisième et dernière étape de la méthode qui consiste à mesurer les efforts dans chacune des membrures et à déterminer si ces membrures sont sollicitées en tension ou en compression.
Ces efforts sont rapportés sur un diagramme d'effort interne qui est une représentation graphique qui permet de visualiser d'un seul coup d'œil la répartition des efforts internes dans l'ensemble du treillis. Sur ce diagramme, par convention, on a choisi que les efforts de compression seraient représentés en bleu et les efforts de tension en rouge. Comme nous l'avons mentionné, chacune des lignes sur le polygone de force correspond soit à une charge externe, soit à un effort interne dans les membrures. Donc, pour connaître l'effort interne dans une membrure particulière, il suffit de mesurer la longueur de la ligne correspondante sur le polygone de force. Si par exemple on considère la membrure 7-8, la membrure qui est représentée ici en vert sur le diagramme de forme et qu'on veut connaître l'intensité de l'effort interne de cette membrure, bon, on va aller mesurer avec une règle la longueur de la ligne 7-8 sur le polygone de force. Dans ce cas-là, on mesurerait une longueur de 12,7 cm. Comme on a utilisé une échelle 1 cm égale à 5 kN, donc ça veut dire que l'effort interne de la membrure 7-8 est égal à 12,7 cm fois 5 kN par cm, donc est égal à 63,5 kN. On pourrait faire la même chose pour toutes les autres membrures internes du treillis. Il nous reste maintenant à déterminer si les membrures sont sollicitées en tension ou en compression. Pour y parvenir, on doit identifier un nœud adjacent à la membrure pour lequel on veut connaître la nature de l'effort interne, c'est-à-dire de la tension ou de la compression. Considérons par exemple le nœud situé au point d'application de la force externe de 10 kN sur la membrure supérieure du treillis. On trace le diagramme de corps libre du nœud, c'est ce qu'on a représenté en bas au centre de l'écran, et on va circuler autour de ce nœud en tournant dans le sens horaire. En tournant dans le sens horaire, donc, on va passer de l'intervalle B à l'intervalle 4, c'est ce qu'on a représenté par la flèche verte sur le diagramme de corps libre du nœud. Donc, cela signifie que sur le polygone de force, on va tracer une force qui va partir du point B pour se rendre au point 4. C'est la force qu'on a représentée ici en violet à l'écran. Donc, c'est une force horizontale dirigée vers la gauche. On va maintenant ramener cette force sur le diagramme de corps libre du nœud ou bien sur le diagramme de forme comme c'est indiqué ici à l'écran, en préservant son orientation, c'est-à-dire que la force est dirigée vers la droite. Dans ce cas-là, on constate que comme la force est orientée en direction du nœud, on va en déduire que la membrure est comprimée. On poursuit notre rotation autour du nœud dans le sens horaire et on passe alors de l'intervalle 4 à l'intervalle 3. Donc, sur le polygone de force, on va tracer une force qui va partir du point 4 pour se rendre au point 3. C'est la force représentée en violet ici à l'écran. On va encore une fois ramener cette force-là soit sur le diagramme de corps libre du nœud ou sur le diagramme de forme. Et on constate que la force est orientée en direction opposée au nœud, ce qui signifie que la membrure est tendue. On poursuit notre rotation autour du nœud en passant de l'intervalle 3 à l'intervalle 2. Donc, on va sur le polygone de force, on va tracer une force qui va partir du point 3 pour se rendre au point 2. On constate qu'on a alors une force verticale orientée vers le haut. C'est la force qui est représentée en violet sur le polygone de force. On va ramener cette force-là sur le diagramme de corps libre du nœud ou sur le diagramme de forme de notre structure. On constate que la force est orientée en direction du nœud, donc on en conclut que la membrure est comprimée. On complète notre rotation autour du nœud en se déplaçant de l'intervalle 2 vers l'intervalle 3. Donc, sur le polygone de force, on trace une force qui part du point 2 pour se terminer au point A. Donc, on constate qu'on a une force horizontale orientée vers la droite. Lorsqu'on rapporte cette force-là sur le diagramme de corps libre du nœud ou sur le diagramme de forme, on constate que la force est orientée en direction du nœud, donc que la membrure est comprimée. Sur le diagramme de forme et le diagramme de corps libre du nœud reproduit à l'écran, on a représenté les 5 forces qui sollicitent le nœud. Donc, on a une force externe de 10 kN et 4 forces internes qui correspondent aux efforts dans les membrures A2, 2,3, 3,4 et B4. Sur le polygone de force, on a représenté ici ces 5 forces-là. Donc, on constate qu'avec notre méthode graphique, en fait, ce qu'on est venu faire, on est venu faire l'addition vectorielle des 5 forces qui sollicitent le nœud. Et évidemment, l'addition vectorielle des 5 forces qui sollicitent le nœud va nous donner un polygone de force fermé, puisque notre nœud est en équilibre statique.
si le polygone n'était pas fermé, on ne serait pas en situation d'équilibre statique. Si on s'intéresse à un autre nœud, par exemple le nœud qui relie les intervalles F6, 7 et 8, on remarque sur le diagramme de forme qui est reproduit ici à l'écran que ce nœud-là est sollicité par 4 forces qui correspondent à des efforts internes dans les membrures, car dans ce cas-là, il n'y a aucune charge externe qui est appliquée au nœud. On a représenté ces 4 forces-là par des vecteurs avec 4 couleurs différentes. Donc, si on identifie ces 4 forces-là sur le polygone de force à droite de l'écran, on constate qu'en fait, dans le polygone de force, on vient encore une fois faire l'addition vectorielle des 4 forces qui sollicitent le nœud et qu'évidemment que ce polygone de force-là est fermé parce qu'on est en équilibre statique. Donc, on pourrait reproduire ça pour chacun des nœuds du treillis et on s'apercevrait que sur le polygone de force, pour chacun des nœuds du treillis, on peut tracer l'addition vectorielle des forces qui sollicitent ce nœud-là. Donc, on constate que notre polygone de force fait exactement la même chose que lorsqu'on faisait un polygone de force pour chacun des nœuds lorsqu'on utilisait la méthode point par point. Mais évidemment, ici, tout est regroupé sur une même figure et la méthode est beaucoup plus simple et efficace à mettre en œuvre que d'y aller de façon séquentielle, nœud par nœud. En mesurant les efforts internes dans chacune des membrures sur le polygone de force et en déterminant si ces membrures sont sollicitées en compression ou en tension, on peut finalement terminer notre analyse en traçant le diagramme d'effort interne qui est indiqué en bas à gauche de l'écran. Donc, ce diagramme-là reproduit notre treillis en indiquant les efforts internes dans chacune des membrures et en indiquant également s'il s'agit d'efforts de tension ou de compression. Dans ce cas-là, on a choisi de représenter les efforts de compression en bleu et les efforts de tension en rouge. Donc, on est ici sur notre diagramme d'efforts internes, les efforts internes dans chacune des membrures du treillis. On s'aperçoit que pour une membrure, la membrure F1, l'effort interne est égal à 0. Donc, on a représenté sur le diagramme d'effort interne la membrure par une ligne pointillée en noir. Parce que si on regarde sur le polygone de force, on constate que les points F et 1 sont superposés. Donc, la longueur de la ligne entre les points F et 1 est égale à 0. Ça signifie que dans cette membrure, l'effort interne est nul. Nous allons maintenant utiliser la méthode graphique pour procéder à l'analyse structurale de quelques treillis couramment utilisés. Donc ici, en haut à droite de l'écran, on a le diagramme de forme d'un treillis de type Pratt, qui est un treillis couramment utilisé en construction. Donc on voit, pour l'exemple qu'on a donné ici, on a supposé qu'on a des charges de 60 kN appliquées à chacun des nœuds. Donc on a le diagramme de forme avec sa notation par intervalle et les deux réactions d'appui de 210 kN aux deux extrémités du treillis. Si on rapporte ça sur le polygone de force, en utilisant la méthode graphique qu'on a décrite précédemment, on construirait le polygone de force qui est représenté à l'écran. À partir du polygone de force, on peut tracer le diagramme d'effort interne qui est reproduit ici en bas de l'écran. Sur ce diagramme, l'épaisseur du trait fonctionne de l'effort interne dans la membrure. Plus l'effort est grand, plus on a représenté la membrure avec un trait qui est large. Donc, en examinant le diagramme d'effort interne, on constate que dans les ailes du treillis, c'est-à-dire dans les membrures horizontales, les efforts sont plus petits aux extrémités du treillis et ils vont augmenter lorsqu'on va se rapprocher du centre. Ce comportement est tout à fait cohérent avec le fait que ce sont essentiellement les ailes qui résistent au moment de flexion et que pour une charge uniformément répartie, ce moment est nul aux extrémités de la poutre et est maximal au centre de la portée, comme on a vu dans la deuxième partie du cours qui portait sur la résistance des matériaux. En revanche, les membrures qui constituent l'angle du treillis, c'est-à-dire les membrures verticales et diagonales qui unissent les deux membrures horizontales, affichent un comportement bien différent. On remarque en effet que toutes les membrures verticales sont comprimées et que toutes les membrures diagonales sont tendues. On remarque aussi que dans ces membrures, les efforts sont minimaux au centre de la travée et augmentent lorsqu'on se rapproche des points d'appui. Ce comportement est aussi cohérent avec le fait que le rôle de l'angle du treillis est d'acheminer l'effort tranchant vers les appuis et que pour une charge uniformément répartie, cet effort est maximal aux appuis et nul au centre de la portée.
Le diagramme d'effort interne révèle également que l'effort interne est nul dans les membrures I1 et I16, qui sont les deux membrures horizontales dans le bas du treillis, près des points d'appui, comme on voit sur le diagramme là, qui est reproduit en bas à droite de l'écran. Cela signifie que ces membrures ne sont pas sollicitées et qu'on pourrait donc les supprimer sans que la stabilité du treillis n'en soit compromise. La suppression de ces membrures constitue d'ailleurs une pratique courante qui offre notamment l'avantage de libérer de l'espace près du point d'appui pour faciliter le passage des conduites mécaniques. C'est ce qu'on voit par exemple sur l'illustration en haut à droite de l'écran où on voit des poutrelles comme ça ajourées qui viennent s'appuyer sur une poutre. Donc on voit bien que dans ce cas-là, la membrure horizontale dans le bas du treillis ne se poursuit pas jusqu'à la poutre, mais s'arrête là au premier nœud intérieur, donc ce qui est cohérent avec le diagramme d'effort tranchant qui est tracé dans le bas de la page. Un examen attentif du polygone de force est également riche en enseignements. En effet, sur ce diagramme, on peut identifier l'enveloppe des efforts internes, c'est-à-dire le rectangle qui permet d'englober tous les efforts internes, et comparer cette enveloppe à la charge externe résultante qui est supportée par le treillis. Plus l'enveloppe des efforts internes va être compacte par rapport à la charge externe résultante, moins les efforts internes vont être élevés et plus la structure va être efficace. Pour le treillis que nous avons présenté dans l'exemple précédent, la charge externe résultante est donnée par l'addition des 7 charges externes de 60 kN appliquées à chacun des nœuds de la membrure supérieure du treillis. Donc, on a une charge résultante de 7 fois 60 kN de 420 kN. Cette charge est représentée par un vecteur qui part du point A pour se rendre au point H sur le polygone de force. Donc, c'est le vecteur qui est représenté ici en rouge sur l'illustration à l'écran. L'enveloppe des efforts, elle, forme presque un carré. C'est le carré qu'on a représenté en jaune ici à l'écran, qui est encadré par une ligne pointillée verte. Donc, comme cette enveloppe-là forme presque un carré, on va en conclure qu'elle est relativement compacte par rapport à la charge résultante, ce qui signifie que ce treillis est assez performant du point de vue structural. Si on prend un autre exemple et qu'on examine maintenant le polygone des forces pour le treillis que nous avons utilisé pour décrire la méthode graphique qui est représentée ici en haut à droite de l'écran, on a dans le bas de l'écran le polygone de force correspondant à cette structure. Donc, sur le polygone de force, on a l'enveloppe des efforts internes qui est représentée par toute la surface jaune entourée par la ligne verte pointillée. Et on a aussi représenté la charge résultante qui correspond à un vecteur qui part du point G pour se rendre au point D. Donc, on a une charge résultante de 72,1 kN qui est inclinée là, par rapport à la verticale. Donc, en examinant ce polygone de force, on constate que l'enveloppe des efforts est plus compacte par rapport à la charge résultante que le treillis Pratt qu'on a analysé dans la diapo précédente. Donc, on en conclut que ce treillis est plus performant que le treillis Pratt qu'on a utilisé précédemment pour supporter les charges qui lui sont imposées. L'examen du polygone de force offre aussi l'avantage qu'il permet souvent de prévoir l'impact de certaines modifications géométriques sur la performance structurale d'un treillis. Par exemple, si on considère le treillis Pratt qui est illustré là, ici en bas de l'écran, on constate que si on diminue la hauteur du treillis, l'angle des diagonales va se rapprocher de l'horizontale et le polygone de force va s'étirer horizontalement. On en conclut donc que l'intensité des efforts internes dans les membrures est inversement proportionnelle à la hauteur du treillis. Au moment de la conception d'un treillis, sa géométrie sera adaptée à l'intensité des charges qu'il supporte et à la résistance du matériau qu'il constitue. Par exemple, le rapport de la portée sur la hauteur du treillis, c'est-à-dire le rapport L sur H, sera élevé pour les poutrelles de plancher en acier, qui ont typiquement une valeur de L sur H d'environ 24, parce que ces poutrelles sont construites avec un matériau très résistant, l'acier, et qu'elles supportent généralement de faibles charges.
À l'inverse, ce rapport va être beaucoup plus faible pour les treillis en bois, donc un matériau moins résistant, qui supporte généralement des charges plus lourdes. Donc dans ce cas-là, typiquement, le rapport L sur H va plutôt être égal à environ 10. Considérons maintenant un treillis de type A qui est très similaire au treillis de type Pratt que l'on a vu précédemment, mais où l'orientation des diagonales est inversée. Donc on a ici le diagramme de forme en haut à droite de l'écran. On a au centre le polygone de force et on a en bas le diagramme d'effort interne. Donc on constate que dans ce cas-là, comme précédemment, dans le cas des membrures horizontales, les efforts sont minimaux aux extrémités du treillis et augmentent lorsqu'on s'approche du centre. On constate également que les deux membrures supérieures aux extrémités du treillis, c'est-à-dire la membrure A1 et la membrure H16, ont un effort interne nul. Si on s'intéresse maintenant aux membrures verticales puis horizontales qui constituent l'angle du treillis, on constate que contrairement au cas précédent, au cas du treillis de type Pratt, ici on a l'inverse. On a les diagonales qui vont être comprimées et les verticales qui vont être tendues. Et dans ce cas-là, on observe aussi, comme dans le cas du treillis Pratt, que les efforts dans les membrures verticales et diagonales sont minimaux au centre du treillis où l'effort tranchant est nul et elles vont augmenter lorsqu'on va s'approcher des extrémités du treillis lorsque le moment fléchissant augmente. Donc on a exactement le même comportement que précédemment. On constate aussi dans ce cas-là que les efforts internes dans les deux membrures verticales aux extrémités du treillis, donc les membrures A1 et les membrures H16 aussi, vont être également égales à 0. Donc ici, les quatre membrures représentées en pointillé sur le diagramme d'effort interne pourraient être carrément supprimées sans affecter la résistance du treillis ni son comportement. Considérons maintenant une troisième géométrie de treillis, les treillis de type Warren, qui sont illustrés sur le diagramme de forme en haut à droite de l'écran et qui sont aussi une forme de treillis qui est couramment utilisée en construction, particulièrement en construction métallique. On a au centre de l'écran le polygone de force, qui est différent des deux polygones qu'on a tracés précédemment. Et on a en bas le diagramme d'effort interne. Donc en examinant le diagramme d'effort interne, on voit qu'on pourrait essentiellement tirer les mêmes conclusions, c'est-à-dire que pour les membrures horizontales, les efforts sont minimaux aux extrémités du treillis où le moment fléchissant est faible et ces efforts-là vont augmenter lorsqu'on va se rapprocher du centre et que le moment fléchissant va augmenter. À l'inverse, les diagonales vont transférer l'effort tranchant. Donc dans les diagonales, on voit qu'on va alterner entre une diagonale comprimée, une diagonale tendue, une diagonale comprimée, une diagonale tendue, etc. Et que dans les diagonales, les efforts vont être nuls au centre du treillis où l'effort tranchant est nul et ils vont augmenter lorsqu'on s'approche des extrémités quand l'effort tranchant augmente. On peut comparer ici les efforts internes dans chacun des trois treillis que nous avons étudiés, les treillis de style Pratt, Orr et Warren. On constate en regardant ces diagrammes-là que les efforts maximaux sont du même ordre de grandeur dans les trois treillis. Si on regarde l'effort maximal dans les membrures horizontales, on va avoir un effort de compression de 480 kN pour les treillis de type Pratt et Warren. Il y a un effort de compression légèrement inférieur de 450 dans les treillis de type A. Si on regarde maintenant les efforts dans les diagonales, on va voir que les efforts maximaux dans les diagonales sont égaux à 297 pour les trois types de treillis. Dans le cas des treillis A et Warren, on va avoir des efforts de compression. Et dans le cas du treillis Pratt, on va avoir des efforts de tension. Donc, grosso modo, l'ordre de grandeur des efforts internes est le même dans les trois types de treillis. Donc, le choix d'un treillis par rapport à d'autres va être fait essentiellement, pas tellement sur la base de la résistance structurelle, mais sur d'autres considérations pratiques reliées à la construction. Nous n'allons pas aborder ces considérations-là ici.
Pour illustrer l'utilisation de la méthode graphique dans l'analyse et la conception de treillis, nous allons présenter ici deux exemples. Le premier exemple que nous avons choisi est celui de la National Library de Sejong City à Séoul, en Corée du Sud. Le bâtiment est illustré en haut à droite de l'écran. Donc, c'est un bâtiment qui a deux immenses porte-à-faux à ses deux extrémités. À une extrémité, l'extrémité gauche, ici à l'écran, on a un porte-à-faux de 25 mètres. Et à l'extrémité droite, on a un porte-à-faux de 12 mètres et demi. Donc, on a de très longs porte-à-faux. Ça aurait été impossible d'aller chercher de si longs porte-à-faux avec des poutres. Les poutres n'auraient pas été suffisamment résistantes et les déformations aussi auraient été beaucoup trop grandes. Donc, dans ce cas-là, pour réussir à aller chercher ces deux très longs porte-à-faux, l'architecte a choisi d'utiliser deux treillis aux deux extrémités du bâtiment qui font toute la hauteur du bâtiment, c'est-à-dire qui font 2 étages de hauteur, qui font 9 mètres de hauteur. Donc, on a sur l'illustration, en bas à droite de l'écran, une vue de ces treillis-là. Donc, ces treillis-là ont une portée centrale de 42 mètres, avec deux porte-à-faux, un porte-à-faux de 25 mètres à l'extrémité gauche et un porte-à-faux de 12 mètres et demi à l'extrémité droite. Et on a aussi la hauteur du treillis, là, la hauteur entre les membrures supérieure et inférieure est égale à 9 mètres, c'est-à-dire 2 étages de hauteur. On voit ici une photo qui représente le bâtiment. Cette photo-là montre bien les deux très longs porte-à-faux aux deux extrémités, en particulier à l'extrémité gauche. Dans ce cas-là, on voit bien aussi que l'architecte a choisi d'utiliser une enveloppe en verre qui est devant le treillis, de sorte que le jour, le treillis est peu visible, donc ce qui renforce l'impression de légèreté de cet ouvrage-là, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un élément courbé qui est déposé au sol et qui flotte aux extrémités, puisque le treillis n'est à peu près pas perceptible. On voit ici une autre photographie qui nous montre l'extrémité du bâtiment à l'endroit où on a le plus court des deux porte-à-faux, c'est-à-dire le porte-à-faux de 12 mètres et demi. Sur cette photo, on voit que le treillis est légèrement perceptible derrière la paroi vitrée. Là, si vous regardez attentivement derrière la paroi vitrée, on devine là, les membrures du treillis. Ici, sur les deux images de droite, on voit également deux photographies qui nous montrent le bâtiment. Sur l'image en haut à droite, on voit le plus long des deux porte-à-faux, le porte-à-faux qui fait 25 mètres de longueur. Et sur ces deux images-là à droite, on voit bien aussi la volonté de l'architecte que le treillis soit peu perceptible. On a la paroi vitrée et on devine à peine le treillis derrière cette paroi. Donc, on voulait que le treillis soit peu perceptible de l'extérieur pour amplifier l'effet de légèreté. Si on regarde maintenant l'image à gauche de l'écran, on a une image à l'intérieur du bâtiment où on voit le treillis. Le treillis qui est constitué de profilés carrés, là, HSS en acier. On remarque qu'en fait, tout le poids du bâtiment repose sur ces deux gros treillis-là aux deux extrémités du bâtiment. Et on constate que les membrures sont relativement petites. Les membrures doivent faire environ 200 ou 250 mm de largeur, ce qui est relativement faible par rapport à la grosseur du treillis, à sa portée et aux lourdes charges qu'il doit supporter. Nous avons reproduit ici à l'écran le résultat de l'analyse structurale du treillis à l'aide de la méthode graphique. Donc, en haut à gauche de l'écran, on a le diagramme de forme avec la notation par intervalle. À droite de l'écran, on a le polygone de force. Et en bas à gauche de l'écran, on a le diagramme d'effort interne. Sur le diagramme d'effort interne, on n'a pas représenté l'intensité des efforts. Par contre, on a représenté les membrures qui étaient sollicitées en compression en bleu, les membrures sollicitées en tension en rouge, et l'épaisseur du trait est proportionnelle à l'intensité des efforts. Donc, on constate tout de suite en regardant le polygone de force. Sur le polygone de force, on peut tracer la force résultante, qui est la force qui est un vecteur qui part du point A pour se terminer au point M.
Donc, c'est la flèche représentée en rouge sur le polygone de force. Donc, ça représente la force externe résultante. Donc, si on regarde l'enveloppe des efforts internes, on s'aperçoit que l'enveloppe des efforts internes est très compacte par rapport à la charge externe résultante, ce qui signifie que notre treillis est très efficace structurellement. Donc, c'est pour ça que, comme je le mentionnais à la diapositive précédente, les membrures qui forment le treillis sont relativement petites, malgré les portées et malgré les charges importantes qu'il doit supporter. Sur le diagramme d'effort interne aussi, on voit que c'est les membrures qui sont placées près de l'appui gauche qui sont les plus sollicitées. La plus sollicitée étant la membrure verticale située directement au-dessus de l'appui qui est comprimée. Donc, on voit aussi que ces efforts-là suivent, comme on le mentionnait précédemment, si on tressait là-dedans le diagramme du moment et le diagramme d'effort tranchant pour le treillis, on s'apercevrait que les efforts dans les membrures horizontales sont plus grands aux endroits où le moment est plus important et que dans le cas des membrures verticales et horizontales, les efforts sont plus grands ou l'effort tranchant est plus important. Dans ce cas-là ici, l'effort tranchant maximal serait situé au-dessus de l'appui gauche. Cet exemple montre bien que la méthode graphique nous permet d'analyser facilement des structures qui peuvent être complexes. Dans ce cas-ci, si on avait voulu faire l'analyse de la structure, calculer les efforts internes dans chacune des membrures en procédant de façon analytique par l'équilibre statique des forces à chacun des nœuds, ça aurait été un travail extrêmement long et fastidieux, alors que la méthode graphique ici nous a permis de faire ça assez facilement. Puis comme je le mentionnais, graphiquement aussi, on voit tout de suite en regardant le polygone de force que notre structure est très efficace. On pourrait voir aussi si on augmentait ou diminuait la hauteur du treillis, avec le polygone de force, visuellement, on verrait tout de suite l'influence que ça va avoir sur les efforts internes, ce qui est un avantage appréciable de cette méthode. Comme deuxième exemple, nous allons nous intéresser à la conception d'une toiture en treillis. Prenons donc l'exemple d'un architecte qui souhaite utiliser une structure en bois pour recouvrir une grande salle multifonctionnelle de 15 mètres de portée à Québec. Cet exemple nous fournira l'occasion d'illustrer comment la méthode graphique peut être utilisée non seulement pour analyser une structure, mais également comme un outil de conception structurale pour optimiser cette structure. Dans un premier temps, notre architecte veut utiliser des treillis en bois de type Fing de 5 mètres de hauteur espacés à 3 mètres centimètres, comme on voit ici sur l'illustration à droite de l'écran. On va considérer que le revêtement de la toiture est constitué d'un pontage en planche de bois de 64 mm d'épaisseur, recouvert d'un isolant rigide et d'un revêtement métallique. Ce pontage est lui-même déposé sur des poutrelles en bois qui transmettent les charges au nœud du treillis. Comme toujours, la première étape de l'analyse consiste à calculer les charges qui s'appliquent sur notre structure. Donc, dans ce cas, on va d'abord calculer la charge morte. Le calcul est reproduit ici en haut de l'écran. Donc, on a notre revêtement de toiture qui fait 64 mm d'épaisseur. Connaissant la masse volumique du bois, qui est égale à 5,5 kN par mètre cube, on peut calculer le poids du revêtement de bois, qui est égal à 5,5 kN par mètre cube, fois 0,064 mètres, donc qui nous donne une charge uniformément répartie de 0,35 kN par mètre carré. Sur ce revêtement de bois-là, on a un isolant rigide, une membrane et un revêtement métallique. Donc, on estime que ces trois composantes-là représentent un poids de 0,3 kN par mètre carré. On va aussi essayer d'estimer grossièrement le poids des treillis et des poutrelles. Donc, évidemment, on ne connaît pas le poids exact de ces éléments-là parce qu'on ne les a pas encore dimensionnés. Mais en première approximation, on va supposer que le poids des treillis et des poutrelles va représenter l'équivalent d'une charge uniformément répartie de 0,20 kN par mètre carré. Donc, si on additionne ces trois composantes-là, on arrive à une charge morte de 0,85 kN par mètre carré. Cette charge-là pourrait être éventuellement revisée si on s'aperçoit que le poids des treillis et des poutrelles est significativement différent de 0,20 kN par mètre carré.
En ce qui concerne la charge vive, dans ce cas-là, comme c'est une toiture, la charge vive, ça va être la charge de neige. On est à Québec, donc on sait que la charge de neige à Québec est égale à 3,8 kN par mètre carré. On a les poutrelles qui supportent le revêtement de toiture qui vont transmettre la charge à chacun des nœuds du treillis sur la corde supérieure. Donc sur la corde supérieure, en fait, on a 3 nœuds. Chacun de ces nœuds-là, c'est ce qu'on a représenté sur la figure ici à droite, va supporter une largeur tributaire de 3,75 mètres, c'est-à-dire ça correspond au quart de la portée totale du treillis qui fait 15 mètres. Comme la corde est inclinée, la corde supérieure du treillis est inclinée à 33,7 degrés par rapport à l'horizontale, ça signifie que si on regarde le dessin en bas à droite là, de l'écran, le petit triangle, donc pour une largeur tributaire de 3,75 mètres, on a que la longueur du revêtement là, correspond à l'hypoténuse de notre triangle. Donc la longueur du revêtement correspond à 4,5 mètres. Ce qui signifie que chaque nœud va supporter une surface de toiture qui va être égale à 3 mètres, l'espacement des treillis, fois 4,5 mètres la longueur du revêtement. Donc, ça va nous donner une aire tributaire de 13,5 mètres carrés. Donc, on peut calculer la charge morte qui va être appliquée à chacun des nœuds du treillis. Donc, à chacun des nœuds du treillis, on va avoir une charge concentrée P indice D qui va être égale à 0,85 kN par mètre carré fois l'aire tributaire associée à chacun des nœuds, 13,5 mètres carrés, pour un total de 11,5 kN. Donc, c'est la charge morte qui va être appliquée à chacun des nœuds. Quant à la charge de neige, cette charge va s'appliquer sur la projection horizontale du treillis, c'est-à-dire sur une largeur de 3,75 mètres, car les flocons de neige vont tomber verticalement et la quantité de neige sur la toiture ne dépend pas de son inclinaison. Donc le fait que la toiture soit inclinée, ça n'a aucune incidence sur la quantité de neige qui va la recouvrir. Donc pour trouver la charge vive sur chacun des nœuds, on va prendre la charge de neige, 3,8 kN par mètre carré, et on va multiplier ça par l'aire tributaire du treillis. Donc l'aire tributaire du treillis, c'est 3,75 mètres. C'est la projection horizontale là, entre deux nœuds du treillis. C'est ce qu'on voit en bas à droite de l'écran. Fois 3 mètres, l'espacement entre les treillis, ce qui va nous donner une charge vive, P indice L, de 42,8 kN. Donc la charge totale majorée qui va s'appliquer à chacun des nœuds, P indice F, va être égale à 1,25 fois la charge morte plus 1,5 fois la charge vive. Donc 1,25 fois 11,5 kN plus 1,5 fois 42,8 kN. Donc ça va me donner une charge totale de 78,6 kN. Ensuite, on procède à l'analyse statique de la structure à l'aide de la méthode graphique. On a reproduit ici à l'écran le résultat de cette analyse-là. Donc, on a en haut à gauche un diagramme de forme avec la notation par intervalle. On a à droite le polygone de force et on a en bas le diagramme des efforts internes dans les membrures, toujours en représentant les efforts de compression en bleu et les efforts de tension en rouge. Donc, on remarque lorsqu'on regarde le polygone de force que ce polygone-là est compact comparativement à la charge externe résultante qui est représentée en rouge ici. C'est la flèche rouge qui part du point A et qui va jusqu'au point D sur le polygone de force. Donc, comme notre polygone de force est compact, on en conclut que notre structure est efficace. Lorsqu'on examine le polygone de force aussi, on constate que c'est l'angle relativement élevé de la toiture qui lui confère justement une bonne efficacité. On remarque que si on diminuait l'angle de la toiture, notre polygone, on étirerait notre polygone horizontalement, puis on aurait des efforts plus élevés. Donc, plus notre treillis va être haut, plus les efforts vont être faibles. Dans ce cas-là, on considère qu'on a un résultat satisfaisant, là, parce que comme je le mentionnais, on a un polygone compact, donc on a une structure qu'on peut considérer efficace. Si on regarde sur le diagramme des efforts internes, on constate que l'effort de compression est uniforme dans toutes les membrures
supérieure du treillis avec une force de compression de 212 kN. Et à la base, on a l'effort de tension maximum sur les deux membrures horizontales situées près des appuis. On a un effort de tension de 177 kN. Je précise que pour l'analyse, aussi on avait calculé une charge de 78,6 kN, la charge totale majorée, mais par souci de simplicité, on a arrondi ici la charge à 80 kN. Le diagramme d'effort interne nous indique que la membrure B2 est la plus sollicitée avec un effort de compression de 212 kN. L'élancement de cette membrure est égal à KL. Dans ce cas-là, K est égal à 1, c'est le cas standard, et L est égal à 4,5 m, la longueur de la membrure. En consultant le tableau de sélection des profilés en bois lamelé collé, on choisit un profilé de 175 par 190 mm pour lequel on obtient une résistance PR de 258 kN qui est supérieure à l'effort appliqué PF. Par souci d'uniformité, ce profilé pourrait être utilisé pour toutes les membrures du treillis, même si d'autres membrures ont des efforts inférieurs. En examinant le diagramme des efforts internes, notre architecte remarque que les membrures sollicitées en tension pourraient être remplacées par des tirants d'acier et que cela pourrait contribuer à alléger la charpente de la structure. L'effort maximal de tension est égal à 177 kN et en supposant qu'on utilise un acier doux usuel, c'est-à-dire avec une limite élastique de 350 MPa, le diamètre minimal du câble serait donné par la formule suivante. On a que le diamètre est supérieur ou égal à la racine carrée de 4 fois T indice F sur pi fois phi fois F indice T. Donc la racine carrée de 4 fois 177 000 Newton divisé par pi divisé par 0,9 divisé par 350 Newton par millimètre carré. Donc on aurait besoin d'un tirant avec un diamètre égal ou supérieur à 26,7 mm. Donc grosso modo un tirant d'environ 3 cm de diamètre. La structure qui est reproduite ici à l'écran montre l'allure du treillis lorsque pour toutes les membrures qui sont sollicitées en tension, on remplace le profil en bois lamelé collé par un tirant en acier. On constate sur cette figure qu'effectivement la structure est visuellement plus légère que la structure originale. Notre architecte se dit toutefois que la structure serait probablement plus expressive si on rehaussait la membrure horizontale inférieure. On aurait quelque chose qui serait plus intéressant d'un point de vue formel. Donc, pour voir ce que ça représente sur les efforts internes dans le treillis, on va utiliser la méthode graphique pour refaire l'analyse statique sur une géométrie modifiée. Nous avons reproduit ici à l'écran le résultat de l'analyse statique pour la géométrie modifiée. Donc, on remarque d'abord, en regardant le diagramme des efforts internes, que la nature des efforts des membrures n'a pas changé. Donc, toutes les membrures qui étaient sollicitées en compression précédemment sont toujours comprimées et toutes les membrures qui étaient sollicitées en tension précédemment sont toujours tendues. On remarque aussi, par contre, en regardant le polygone de force, que notre polygone est beaucoup plus large que le polygone précédent, donc il est moins compact, ce qui signifie que les efforts internes sont plus importants. D'ailleurs, on constate, si on regarde le diagramme des efforts internes en bas à gauche de l'écran, on s'aperçoit que l'effort de compression dans les membrures là, sur la partie supérieure du treillis, dans la géométrie initiale, on avait un effort de compression de 212 kN et maintenant cet effort-là est passé à 416 kN pour la membrure A1. Donc l'effort de compression a pratiquement été doublé. On constate un peu la même chose pour les efforts de tension. Donc dans la membrure AE1, qui est la membrure la plus sollicitée en tension, notre effort dans la géométrie précédente était égal à 177 kN. Maintenant, il est passé à 364 kN, donc les efforts sont également doublés. Ce qui signifie que dans ce cas-là, le fait de rehausser la membrure inférieure, ça nous donne effectivement une forme qui est plus intéressante, mais c'est au détriment de l'efficacité structurale parce que les efforts internes à l'intérieur de nos membrures sont environ 2 fois plus élevés que ce qu'on avait précédemment, ce qui nous obligerait à utiliser des membrures beaucoup plus grosses. On peut se demander s'il serait possible de modifier cette géométrie pour garder l'essence de ce qu'on veut, mais pour avoir quelque chose de plus efficace. La réponse à cette question se trouve dans le polygone de force. Effectivement, lorsqu'on examine attentivement le polygone de force,
on se rend compte que si on augmentait la pente de la toiture, on viendrait comprimer notre polygone de force, on viendrait l'écraser horizontalement, ce qui donnerait des efforts plus petits dans la membrure. Donc, après différents essais, on choisit d'augmenter la hauteur de notre treillis, qui était initialement de 5 mètres. On choisit de la passer à 7 mètres et on refait l'analyse structurelle à l'aide de la méthode graphique avec cette nouvelle géométrie modifiée une seconde fois. On a reproduit ici à l'écran le résultat de l'analyse statique avec la géométrie modifiée. Donc, on s'aperçoit en regardant le polygone de force ici à droite que notre polygone de force est beaucoup plus compact. Donc, effectivement, le fait d'augmenter la pente de toiture a été une modification qui s'est avérée structurellement très efficace. Si on regarde les efforts dans les membrures, on constate en bas sur le diagramme des efforts internes, en bas à gauche de l'écran, on constate qu'on a réduit de façon importante l'effort de compression dans les membrures. On a maintenant un effort de compression de 280 kN, qui est légèrement supérieur à l'effort de compression de 212 kN qu'on avait dans le treillis initial, mais qui est bien inférieur à l'effort de compression qu'on avait dans le treillis modifié. Pour les efforts de tension, on a la même chose. On a diminué les efforts de tension à 217 kN. Donc, on s'aperçoit ici que nos efforts sont légèrement supérieurs à ce qu'on avait pour la première géométrie qu'on avait analysée dès le départ, mais ils sont du même ordre de grandeur. On constate aussi que la forme de la structure est plus intéressante que ce qu'on avait initialement. À partir du diagramme des efforts internes, on constate que la membrure A1 est la plus sollicitée avec un effort de compression de 280 kN. L'élancement de cette membrure est égal à KL, où K est égal à 1 et L est égal à 5,6 mètres. En fait, ici, la modification de géométrie a eu pour effet d'augmenter la longueur de la membrure. Si on consulte le tableau de sélection des profilés en bois lamellé collé, on choisit un profilé de 215 par 228 mm pour lequel on a une résistance PR de 371 kN qui est supérieure à la force appliquée de 280 kN. On constate que ce profilé est considérablement plus gros que celui qui a été choisi initialement, qui était un profilé de 175 par 190 mm. Le profilé est plus gros, d'une part parce que l'effort de compression est légèrement plus important, mais surtout parce que le changement de géométrie a augmenté les lancements de notre membrure et que la résistance en compression diminue rapidement avec l'augmentation des lancements. En ce qui concerne les tirants en acier, on pourrait calculer le diamètre minimal d'acier qui est nécessaire. Donc, on a le calcul ici en bas de l'écran. Mais on s'aperçoit que comme la charge de tension a très légèrement augmenté dans nos tirants, le diamètre va augmenter aussi légèrement. On a maintenant besoin d'un diamètre qui est égal ou supérieur à 29,6 mm. C'est un peu plus grand que ce qu'on avait précédemment, mais c'est du même ordre de grandeur. On va avoir des tirants qui vont avoir environ 3 cm de diamètre. On pourrait poursuivre notre réflexion en s'intéressant à la façon dont notre structure va résister aux charges horizontales. On constate que la structure qu'on a choisie peut résister efficacement aux charges horizontales qui sont exercées par le vent qui souffle parallèlement au treillis. En revanche, si le vent souffle dans la direction longitudinale du bâtiment, c'est-à-dire perpendiculairement au treillis, le pontage en planche de bois doit agir comme un diaphragme pour amener les charges horizontales au sommet des murs. En examinant la structure, notre architecte se dit qu'en croisant les câbles dans la direction longitudinale du bâtiment, il augmenterait considérablement la stabilité de sa structure dans cette direction et que visuellement, le croisement des câbles viendrait rompre la monotonie de la construction et lui conférer plus de dynamisme sans accroître les efforts de compression dans les membrures en bois. De plus, comme le pontage en bois de la toiture n'agirait plus comme un diaphragme, il serait alors possible de percer de larges ouvertures dans la toiture pour laisser entrer la lumière, une possibilité que l'architecte n'avait pas envisagée initialement. Donc, on a reproduit ici en bas de l'écran la nouvelle géométrie. Donc, dans ce cas-là, plutôt qu'avoir les câbles qui sont installés dans le même plan que le treillis,
on voit que les câbles sont croisés dans la direction longitudinale. Donc, non seulement ça augmente l'efficacité de notre structure pour les charges de vent dans le sens longitudinal, mais aussi ça nous donne une géométrie plus intéressante. On voit qu'on a quelque chose là, de plus dynamique, de plus intéressant que lorsqu'on demeurait avec un système de treillis parallèle. Peut-on modifier la géométrie de notre treillis pour le rendre encore plus léger, se demande notre architecte. Si on pouvait remplacer les deux membrures inclinées en bois par des câbles, ce serait rudement bien, se dit-il. Est-ce que c'est possible? En regardant attentivement le polygone de force, on constate qu'en modifiant l'inclinaison de la membrure B2 pour la rapprocher de l'horizontale, le point 2 se déplace pour aller se placer au-dessus du point 1. C'est ce qu'on a représenté sur le dessin à droite de l'écran. Donc, si on prend le point 2, puis qu'on y fait faire une rotation vers le haut, on voit que la ligne B2, qui est représentée ici en pointillé vert, va se déplacer et que le point 2, qui était initialement sous le point 1, va être placé au-dessus du point 1. Cela va avoir pour conséquence d'inverser la direction de la force B2, qui initialement était en compression, mais qui là, parce que maintenant le point 2 est situé au-dessus du point 1, va passer en tension. Donc, dans cette membrure-là, on est venu modifier la nature de la force qui passe de la compression à la tension. Par symétrie, on obtiendrait un résultat similaire si on diminuait l'inclinaison de la membrure C4. À la page suivante, on va montrer le résultat obtenu de l'analyse statique par la méthode graphique. Lorsqu'on va abaisser le sommet du treillis de 2 mètres, on revient alors à la hauteur initiale de 5 mètres qui avait été choisie par l'architecte au début pour le treillis, afin de réduire l'angle d'inclinaison des membrures B2 et C4. Le résultat de l'analyse statique est reproduit ici à l'écran. Donc, on constate qu'on a abaissé le sommet du treillis, ce qui a modifié l'angle d'inclinaison des membrures B2 et C4. On constate en regardant le polygone de force qu'on a encore un polygone de force compact, donc on a des efforts internes dans les membrures qui sont restés dans le même ordre de grandeur. Si on regarde maintenant le diagramme des efforts internes en bas à gauche de l'écran, bon, on remarque que comme prévu, toutes les membrures diagonales sont maintenant en tension, c'est-à-dire les membrures 1, 2, et 4, 5 qui initialement étaient comprimés sont maintenant tendus. Donc on a un système où il y a uniquement les membrures de la fibre supérieure qui sont comprimées et toutes les autres membrures sont tendues, donc on pourrait remplacer les profilés en bois lamé collé par des tirants. Si on regarde l'intensité des efforts, on s'aperçoit qu'on est du même ordre de grandeur de ce qu'on avait initialement pour le tout premier treillis. Pour le tout premier treillis, on avait fait un effort de compression de 212 kN. Maintenant, on est rendu à 260. Et on avait un effort de tension maximale de 177 kN. On est passé à 190. Donc, on a augmenté légèrement les efforts internes, mais disons très légèrement. On a donc reproduit ici à l'écran la géométrie du treillis modifié. Donc, on constate que ce treillis est effectivement beaucoup plus léger que le treillis qu'on avait conçu idéalement, en conservant la même hauteur, c'est-à-dire une hauteur totale de 5 mètres. Donc on a une géométrie qui est plus satisfaisante, considérant l'objectif recherché qui était d'alléger la structure. Comme pour le treillis précédent, on peut accroître la stabilité horizontale de la structure et lui donner une apparence plus dynamique en croisant les câbles dans la direction longitudinale du bâtiment. C'est ce qu'on a reproduit ici sur les deux illustrations à droite de l'écran qui montrent la géométrie finale qu'on a adoptée. On voit que cette géométrie-là est plus intéressante, entre autres la figure en contre-plongée qui est illustrée là, dans le bas de l'écran à droite montre bien que le fait de croiser les câbles nous donne quelque chose de très léger. Donc on a finalement une structure où on a l'enveloppe extérieure qui est faite de membrures en bois lamelé collé et on a une espèce de dentelle de câbles là, dans une organisation tridimensionnelle qui nous fait quelque chose de très léger là, qui supporte les charges.
La démarche d'optimisation structurale donne donc au final une charpente qui est plus efficace, qui utilise moins de matériaux et qui va être plus intéressante d'un point de vue architectural que la structure banale du départ. En prime, puisque le revêtement de la toiture est libéré de sa fonction structurale de diaphragme, des ouvertures peuvent être pratiquées librement sur la toiture pour les centrer la lumière. On pourrait aussi envisager d'utiliser des matériaux translucides comme élément d'enveloppe. Cet exemple montre bien comment la méthode graphique peut être utilisée comme un outil au service de la conception architecturale. Donc, ça ne sert pas uniquement à analyser les structures, mais ça sert à nous aider dans la conception. Ce qui n'est pas possible avec les méthodes d'ordinateur, parce qu'évidemment, pour l'analyse, un ordinateur va faire ça de façon plus simple, mais l'ordinateur ne va pas nous donner d'indications sur la façon dont on pourrait modifier notre structure pour la rendre plus intéressante. Ici, c'est vraiment le fait que ces méthodes-là nous permettent de visualiser les efforts. Donc, on a vu qu'à partir du polygone de force, on peut raisonner sur la façon dont on pourrait modifier ce polygone-là pour augmenter l'efficacité et voir quel impact ça aurait sur la géométrie de la structure. Et il y a un jeu comme ça intéressant où ça nous aide à prévoir quelle modification de la structure aurait un impact structural un impact positif sur le comportement structural de notre structure. Donc, ça complète ce que je voulais vous présenter et je vous remercie pour votre attention.